Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir notre ami Pierre Dieudonné, membre fondateur, il y en a de moins en moins, mais surtout membre fidèle. Il était déjà là, Pierre, à la rue du Ham. Pierre est un homme généreux, c'est un homme bienveillant, un homme souriant. Il me soutient également dans l'œuvre que j'ai reprise, qu'avait créée Willy Braillard, le Star Ali Télévie. Un homme de générosité donc. Alors Pierre, je n'ai pas voulu te faire rougir, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis des années sans bien se connaître. Et c'est vrai que tu as quand même une carrière assez étonnante que tu perpétues. Il y a une dizaine d'années, tu avais dit « il faut savoir vivre avec son temps ». Dans une interview que j'avais beaucoup aimée, et visiblement tu continues à vivre avec ton temps. Alors, raconte-nous un peu, je crois que tout a commencé chez Rob Welker, il y a très longtemps, presque, et puis oui. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Alors oui, effectivement, d'abord merci de me recevoir dans ce bel endroit. Mais effectivement, mon parcours a été très long et j'ai beaucoup de chance à ce point de vue-là. Et il n'est pas fini. Et j'espère, enfin, il n'est pas fini, il est toujours en cours, mais je fais un peu partie des dinosaures parce que maintenant, ayant la chance encore de travailler avec forcément de jeunes pilotes, enfin, c'est même plus la peine de leur parler de mes souvenirs, parce que quand on remonte aux années 50, 60, pour eux c'est la préhistoire. Oui. Et donc voilà, il y a cette... C'est probable que leur carrière ne soit pas aussi longue que la tienne. Enfin, c'est un autre débat. C'est possible. Mais bon, après, il faut de la chance dans la vie. Notre ami Jackie le dit souvent aussi, et puis particulièrement dans cette activité où, comme je l'ai fait pendant plus de 20 ans, quand on pilote, surtout à cette époque-là, effectivement, il faut avoir la chance de son côté. Ça a commencé par un stage chez Rob Welker, ou c'est une légende ou c'est... Non, c'est pas du tout une légende. Mais enfin, l'histoire remonte encore bien avant ça, parce que quand mon père a commis l'imprudence de m'emmener à Francorchamps, c'était je pense en 56, Grand Prix des voitures de tourisme et de sport. C'était un grand ami de Paul Frère, et donc il allait voir courir son ami Paul Frère, et quand... j'ai débarqué là, que je me souviens l'arrivée par la route de Ster, le bruit des voitures, la première vision du Rédion. Là, il y a eu un déclic. Le virus, mais celui-là, c'est un bon. Voilà. J'avais donc 7-8 ans, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et puis j'ai toujours tout orienté pour le faire, et puis j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Donc après ça, on est heureux. Et tu continues. Et tu restes dans le milieu. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais te poser des questions bateau, bien sûr. Quelle est la voiture qui t'a le plus marqué? S'il y en a une, je sais que c'est jamais possible parce qu'il y avait des catégories différentes, mais la voiture vraiment où tu te dis « Ah, je l'entends encore, je la sens encore ». Ça, c'est vraiment impossible de répondre parce que non seulement des voitures de course, j'en ai conduit de toutes les couleurs et de toutes les sortes, puisque j'ai fait de la monoplace, j'ai fait du tourisme, j'ai fait du proto. Donc il y a eu un très grand nombre de voitures de course. Et puis à côté de ça, comme j'ai fait beaucoup de journalisme et d'essais de voitures, j'ai eu la chance de conduire les voitures les plus merveilleuses à toutes les époques. Et en retenir une, c'est totalement impossible. Chacune a son histoire, chacune a sa personnalité. Alors bien sûr, il y a des voitures qui ont plus marqué. Voilà, la première, une voiture... Et j'y pense souvent, le moment de la concrétisation de mon rêve d'enfant, c'est en Formule 3. Donc c'était en 1975, la première fois, au début des premiers essais du Grand Prix de Monaco F3, en escaladant l'avenue d'Ostende au petit matin. Là, tu te dis, dans ma marche BMW, là vraiment je me suis dit, ça y est, j'y suis, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Donc cette voiture-là m'a marqué. Après, bon, les voitures des grandes victoires, la Mazda RX-7 des 24 heures. Très bruyante dans l'habitacle. Épouvantable. Surtout parce que le birotor avait un bruit de crécelle, un bruit très strident, mais en même temps très désagréable. Et donc là, je me souviens, j'étais sourd jusqu'au lundi soir. Ah oui. Oui, parce qu'on avait l'échappement latéral. En plus, je pense qu'une des boules qui était indispensable avait dû à certains moments dans la course... À cause des vibrations. se déplacer. Oui. Et donc là, c'était... Et après, puisqu'on parle des Mazda et du moteur rotatif, c'est devenu de la musique avec le trirotor et puis le quadrirotor
des 787 et 787B au début des années 90. Et là, c'était de la musique. Alors, ça n'avait plus rien à voir. Ah non, 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 non. Ce son, enfin, il est devenu iconique comme la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Mais on l'a comparé toujours avec justesse au V12 Matra, qui est probablement aussi une des plus belles musiques avec certains V12 qui nous manque un peu. Enfin, ça va un peu mieux en F1, mais enfin, c'est pas extraordinaire. Alors oui, Mazda, évidemment, très belle victoire avec Walkinshaw à Francorchamps. Ouais. Et puis Mazda et Le Mans, donc aussi, où tu étais dans l'équipe. Raconte-moi un peu. Eh bien, disons, pour la faire brève, de fil en aiguille, la victoire à Francorchamps a eu des retentissements jusqu'au Japon. Et donc, j'ai été invité par Mazda Speed, qui était une petite équipe, en fait, un concessionnaire de Tokyo, je pense que c'était en 83. Ils m'ont invité à faire les 1000 km de Fuji dans leur petit groupe C Junior, qui était une voiture artisanale et relativement épouvantable. C'est cette coupe-là ou c'est pas du tout celle-là? Non, non, parce que celle-là, tu pars pas sans me l'expliquer. Hein. D'accord. J'ai la chance. Tu m'as très gentiment donné une coupe pour le Star Télévis que j'ai racheté pour la recherche contre le cancer, mais je ne connais pas bien son histoire. Donc, oui, non, non, okay, rien à voir. Un autre chapitre, tout à fait autre chose. Et donc, j'ai été invité à faire les 1000 km de Fuji dans cette voiture, et puis ils m'ont proposé de faire Le Mans. Et là, je n'étais pas très chaud, d'une part, parce que j'avais la chance à cette époque-là de faire Le Mans dans des Ferrari 512 BB. Qui était plus attirante qu'une petite Mazda bricolée, qui en plus n'était pas très stable, donc je n'étais pas trop tenté de faire les 24 heures du Mans avec ça, et j'ai eu raison. Et puis ils sont revenus à la charge, bien que j'ai décliné l'offre, ils sont revenus à la charge, et donc j'ai commencé à faire Le Mans avec Mazda. Je pense que la première fois, ça devait être en 84 ou 85. Et puis après ça, j'ai fait 7 fois Le Mans. Mais donc j'ai suivi toute la progression, puisque les premières voitures, c'était le birotor, le moteur birotor. Et puis ils ont ajouté le troisième rotor qui a permis de monter en puissance. Et puis le stade ultime, le quadrirotor, qui était un moteur fabuleux. Et voilà, là, on était vraiment, c'était l'équipe d'usine avec toute la puissance. Merveilleux, voilà. Belle partie de ta vie que Mazda. Voilà, une belle aventure parce que je l'ai vécu complètement du début, et eux aussi ont réalisé. Et tu n'étais pas demandeur. Voilà. On est venu te chercher. Voilà. Et puis on avait des relations fantastiques parce que les Japonais sont fascinants. Et donc pour moi, ça a été une tranche de vie japonaise aussi qui m'a fortement marqué aussi. Qui a adouci, enfin je ne sais pas si adouci est le terme, qui t'a fait tout à fait oublier la monoplace des années avant, parce que la monoplace, c'est quand même, ça reste, à tort ou à raison, le Graal. Oui. Non, ça s'était oublié au seuil des années 80, parce que disons qu'à mon époque, il fallait être en F1 au seuil de la trentaine. Je dirais qu'aujourd'hui, si on n'est pas en F1 au seuil de la vingtaine, à 22 ou à 25 ans, c'est terminé. Mais à cette époque-là, disons dans les années fin des années 70, bon, si on n'y était pas à 30 ans, or j'ai commencé à courir relativement tard parce que j'ai terminé des études avant, et puis j'ai pas eu la vie facile pour gravir les échelons, donc il m'a fallu une dizaine d'années de vache maigre. Vu de l'extérieur, mais probablement parce que tu es cet homme souriant et avenant dont je parlais, ça a paru, vu de l'extérieur, puisqu'à l'époque, moi je faisais tout autre chose, je ne vivais pas de mes passions, qu'est notamment l'automobile, mais ta carrière a eu l'air très fluide, tu vois, comme si tout s'était enchaîné avec comme ça, alors que, comme tout le monde, tu as dû... Voilà, parce que c'était de l'aventure, et quand je mangeais de la vache enragée, enfin de manière relative, entre guillemets, j'en tirais un énorme plaisir parce que j'avais une vie extraordinaire, j'étais dans des voitures de course, et voilà. Mais disons que, hormis l'année Bagnols-Lucen en 75 en F3 avec Bernard, avec Hervé Regout, etc., où là on était dans un contexte professionnel, quand Bagnols-Lucen a retiré, c'était une époque sensationnelle, quand Bagnols-Lucen a décidé de ne pas continuer après une année, je me suis mis à piloter des voitures de second rang, que j'étais très heureux de piloter aussi. D'autres voitures. Mais ça ne me permettait plus d'envisager des victoires, et donc sans victoire, à un moment on plafonne. Et tu as rebondi.
C'est-à-dire que c'était une carrière parallèle, parce que dès le début, j'ai fait des courses pour voitures de tourisme, donc j'avais la double étiquette. Je voulais faire de la monoplace, je voulais évidemment essayer d'accéder à la Formule 1, mais j'avais cette étiquette de pilote sûr, à qui on pouvait confier une voiture aux 24 heures de Francorchamps, par exemple. Et donc, après, j'ai eu des opportunités en tourisme, et puis en sport proto, le fait de faire les 24 heures du Mans, et quand on a fait une ou deux fois le Mans, on devient... un incontournable, si voilà. on a fait le job. Donc voilà, absolument. Alors, parle-moi un peu de ta casquette chez l'ami Voss. Vincent aussi, pilote qu'on a beaucoup apprécié, pilote de là-bas. Quand je dis de là-bas, c'est parce qu'il nous appelle les 02. Donc voilà. Comment tu es arrivé chez WRT Mais ça, encore une fois, c'était un autre épisode de vie, ou une deuxième, une troisième, une quatrième vie, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, de manière schématique, j'ai arrêté ma carrière de pilote professionnel en fin 91. À ce moment-là, j'avais une position chez Mazda qui s'appuyait en Europe sur la structure du Duc de Chaunac. C'était relativement nouveau. J'avais de bonnes relations avec Hugues et il savait que j'étais un trait d'union important vis-à-vis de Mazda. Donc on a travaillé ensemble. 2 ans après, il y a eu la crise économique qui a touché le Japon. Donc du jour au lendemain, Mazda a tout arrêté. Hugues s'est retrouvé un petit peu en difficulté parce que ce programme, on misait beaucoup sur ce programme. On s'est tous les deux retrouvés un peu en difficulté. Lui est parti, il a recommencé des courses avec BMW en championnat de super tourisme en France. Et donc il m'a proposé de travailler avec lui. Et donc de fil en aiguille, après il y a eu la période Viper. Donc j'ai travaillé avec Hugues chez Oreca pendant 14 ans. Jusqu'en bail aussi. Oui, on a commencé, j'ai travaillé full-time avec Hugues à partir de 96, au début de la période Viper, et je suis parti finalement en 2008, j'avais un petit peu fait le tour de la question. Et tu t'es retrouvé chez WRT? Non, il y a eu quelques années, parce que WRT, ça a commencé en 2010-2011, et puis un jour, Vincent m'a appelé, et un personnage qui a été... je pense, déterminant, c'est Gigi Malvoy, qui était, qui était président du VW Club. Un bon ami et une figure emblématique. Et c'est lui qui a, je pense, dit à Vincent, tu sais, il y a Pierre, il n'est plus chez Oreca pour ton équipe. Il a du métier. Voilà. Et puis on s'est téléphoné et Vincent m'a proposé de monter dans le hors-bord WRT qui commençait. Et qui va très bien. Alors, dans ce Dream Team, ce n'est pas plus facile pour vous que pour les autres. Vincent Voss, toi, toute une équipe, hein, vous êtes quoi, 100 Maintenant, oui, il y a les équipes des jeunes aussi. Donc voilà, vous êtes beaucoup. Thierry Tassin. Oui. Comment ça se passe, Thierry Tassin et Pierre Dieudonné? Parce que c'est quand même deux profils assez différents au niveau caractère. Ça s'est toujours merveilleusement bien passé. Mais c'est vrai qu'il est déjà pilote. Il est déjà pilote. Mais donc, en fait, j'ai commencé à travailler avec Vincent sur les programmes GT. C'était donc la première saison complète, c'était 2011. Et puis, on faisait de plus en plus, etc., de plus en plus de voitures. Et c'est un jour Vincent qui est venu avec cette idée parce qu'il fallait te dédoubler. Me dédoubler. Oui. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de Thierry Tassin? Et bon, Thierry, je l'avais connu un petit peu sur comme les rival, circuits, bien que, puisqu'il est quand même nettement plus jeune que moi. On s'était connus sur les circuits. Thierry est un type plein de qualités, intelligent, mais pas toujours facile non plus. Non, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Voilà. Et tout le respect que j'ai pour Thierry. Et donc je me suis dit, aïe, et j'ai dit à Vincent, parce que je le pensais, mais oui, c'est une excellente idée, mais je n'étais pas du tout certain de la façon dont et ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé, parce que je pense que j'ai mis Thierry dans un moule qui était peut-être un petit peu nouveau pour lui. En tant que pilote, il était extrêmement individualiste, donc égoïste, donc je prends tout et je ne donne rien. Et je ne partage pas les données, les infos. Voilà, et donc moi je l'ai vraiment mis dans ce mode de partage qui était peut-être un petit peu pas dans sa personnalité. Et donc on a échangé, on a extrêmement bien collaboré et il a mesuré le fait que ça lui apporte à deux,
voilà, on est beaucoup plus fort que tout seul. Bon, bah, Et écoute, sur ça, c'est noué en plus des liens d'amitié génial. Oui, bah, sincères, évidemment. Ouais. d'estime, Oui, elle et était puis là en avant, plus, mais en d'amitié. plus, vous portez cette équipe haut avec Vincent, donc c'est Tout à génial. fait, mais C'est bien. avec d'autres, Avec parce d'autres. que Non, mais le Gordy, succès est partagé. non, mais enfin bon, après je peux, voilà. Ouais. Il y a même la petite de Hilde qui fait la com, Tout à fait, donc c'est absolument, une très absolument. belle équipe. Voilà, mais ça c'est la force de Vincent, c'est quelqu'un Bien s'entourer. qui sait, voilà, qui sait s'entourer, qui sait repérer les bonnes personnes. On l'attend Et à la qui- rentrée pour Ouais. la saison 2 du Studio DV, il faut qu'il soit là. Dis-moi, alors parler racing sans parler de gens et des courses historiques, sans parler de Burley, c'est difficile. Ouais, tout à fait. J'imagine que tu gardes des souvenirs, comme nous tous, de cet homme généreux, Absolument, qualitatif, gourmand de la vie. Tu as un souvenir qui te vient particulièrement? Non, On a il y vécu tellement de choses ensemble quand ça c'était au milieu des années 90, quand il faisait courir les voitures de sa merveilleuse collection. Et c'était un homme qui aimait donner, qui aimait Partager. partager. Ouais, ouais. Et il a énormément Toute sa partagé. vie, il a tellement partagé, le pauvre, que ça a été plus compliqué. Mais, Voilà, mais c'était vraiment Ouais. ça, c'était un seigneur. Voilà, Jean était un voilà. seigneur. à l'état. Et on a vécu des choses extraordinaires parce que évidemment c'était quelqu'un qui avait des moyens et un mode de vie influencé par sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise. Mais il était il était tout aussi heureux à manger un sandwich avec des saucisses dans son bus que d'aller à la Renaissance, à Magny-Cours, au restaurant étoilé ou de mener de temps en temps la grande vie comme il savait le faire. Un seigneur. Absolument. Dis-moi, alors tu as eu l'occasion certainement, je me suis laissé dire en tout cas, d'essayer une Audi R8 LMS. Tu as fait quelques tours dans une auto comme ça Non. ou pas? Non, La seule chose que j'ai faite, c'est la parade à Spa, la conduire pour la parade. Pas terrible. Il y a quelques années, Vincent m'avait proposé, parce que c'est toujours très difficile d'organiser ces choses-là, et puis en fin de saison, je ne sais plus sur quel circuit on restait, et puis j'ai fait une mauvaise grippe à ce moment-là, j'ai loupé l'occasion. Pas de chance. Et puis après, voilà. Oui, j'ai vu une photo, donc je me suis dit, oh, le vénard. Ah oui, non mais très honnêtement... ça ne te manque pas. Ça ne me manque pas. Il y a un temps pour chaque chose. On parle des générations. Moi, je dis place aux jeunes quand ils sont compétents, surtout quand on peut faire de la résistance, nous. Le fils Stuart, il a l'air de très très bien aller. Absolument, pour un oui, gamin. Parce qu'il oui, a quoi, 22 ans? Oui, non, il est étonnant parce que la maturité qu'il acquiert et la pointe de vitesse qu'il développe, je pense que... Enfin, il le prouve puisqu'il gagne des courses, même si c'est avec un Dries Vanthoor ou des... Oui. Déjà tenir la dragée à Dries Vanthoor, c'est déjà pas... Absolument. Très bien. Écoute, on a une petite séquence qui s'appelle Sucré-salé, qui est un peu plus décalée. Tu ne devais pas parler de ça? Mais ça, on va en parler à la fin. D'accord. Je garde ça pour la fin. Mais non, vas-y. Non, on peut y aller maintenant. Non. C'est loin d'être fini. Hein. Parce que... Parle-moi de la coupe. Donc ça, c'est voilà. C'est une coupe qu'a gagnée Pierre Dieudonné au Japon, mais où? À Fuji. À Fuji, voilà. Sur les circuits de Fuji, il y avait une grande course pour voitures de tourisme à la belle époque du championnat d'Europe de Groupe A. Donc ça, c'est en 85. Donc à ce moment-là, j'étais avec Volvo, dont s'occupait Eggenberger. Et on a terminé le championnat d'Europe qu'avaient gagné Brancatelli et Lindström sur une des deux voitures de Eggenberger. Et moi, je pilotais l'autre voiture avec Sigi Müller, pilote suisse Sigi Müller. Et Brancatelli, dans des équipes comme ça, il y a souvent un leader, un leader a priori. Qui tire les ficelles, voilà. qui amène des sous peut-être. Non, parce que c'était Brancatelli qui avait le talent, qui allait très très fort. Mais il était un petit peu l'homme désigné ou le chouchou, donc entre les deux voitures ou dans l'équipement. Il y en avait toujours une qui était sacrifiée. Voilà, la vôtre. On était un petit peu la deuxième voiture qui était en backup de celle-là. Et puis le championnat étant terminé, on est arrivé à Fuji. C'était un petit peu mon terrain puisque j'ai fait beaucoup de courses à Fuji. Et là, Sigi et moi, on a complètement allumé. Et, on a gagné. Fair and square, on a battu Brancatelli et Lindström. Et donc ça, c'est bien voilà, la coupe de cette victoire. C'est une
coupe de la revanche, presque. Voilà, c'était une course de 1000 km, je pense. D'accord. Alors, dans sucré-salé, il y a des questions très simples. Tu es sucré ou salé? Plutôt salé. Plutôt salé. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Montagne. Blonde ou brune? C'est pas vraiment un critère. D'accord, c'est bien. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Grand amour. Grand Mais je l'ai amour, trouvé. tu l'as trouvé. Voilà. Être riche et triste ou comme nous, très heureux et ne pas penser trop à l'argent? Très heureux sans avoir ce souci-là. Pouvoir changer le passé ou pouvoir inventer l'avenir? Inventer l'avenir. D'accord. BMW 3 litres CSI ou Mazda RX-7? Ah, elle est difficile celle-là. Non, la BMW. On rentre dans les questions difficiles. Non, la BMW. BMW. Luigi Racing ou TWR? Luigi Racing. Être pilote ou être manager? Pilote. Pilote, oui, je m'imagine. Cela dit, ne pas être manager, ce serait dommage. Gagner au Général Aspa ou être premier dans sa catégorie au Mans? Une fois le Général Aspa. Voilà, parfait. J'ai fait les deux. Voilà, mais c'est pour ça que c'est bien, tu es comblé. Une Audière ou descente de Masta? Une Audière. Une Audière. Ouais. Les centres de Masta, ça faisait encore plus peur. D'accord. Ouais. Les deux faisaient peur, enfin, quand on réfléchissait. Mais Il valait mieux pas. la descente de Masta, c'était vraiment, pour moi, c'était too much. Alors là, on rentre dans les questions vraiment stupides. Bang Olufsen ou Sonos? Bang Olufsen. Amélie Nothomb ou Adeline Dieudonné? Je ne voulais pas terminer cette interview, bien sûr, sans parler d'Adeline, parce que c'est quand même un personnage incroyable. Elle a une maman incroyable, elle a un papa incroyable, et voilà, bien sûr Adeline. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis d'autant plus content de sa réussite qu'elle aussi, elle a trimé dur pour arriver là, et sa vie n'a pas été facile. Et je lui ai toujours dit, enfin, il y a des comparaisons entre vouloir être pilote de course et mener une vie d'artiste. C'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Ouais. Et donc, il faut vraiment de la foi, de la passion et du travail pour percer. Mais je pense que quand on a ça, quand on a un certain degré de talent, qu'on a la motivation et qu'on a le travail, on y arrive. La vie est juste au bout du compte. Quoi. On récolte même si elle est souvent injuste. Voilà. Elle est souvent injuste, mais on récolte quand même très souvent ce qu'on a semé. Tout à fait. Pierre, écoute, voilà, selon cette très belle formule, il faut savoir vivre avec son temps. Que du bonheur de t'avoir eu aujourd'hui et de savoir que tu restes pour la soirée avec nous. Que du plaisir. Continue à nous faire passionner, à nous passionner, à nous faire vivre notre passion. Et puis, à très vite. Merci Jean-Paul. Merci Pierre.